Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce soir. Alors je vais déjà élucider ce titre, je ne crois pas aux fantômes mais j'en ai peur, qui est en fait une citation de la marquise du Défend, une femme de lettres du XVIIe siècle, qui décrivait de cette façon une attitude assez paradoxale. Malgré toute la rationalité de cette incroyance dans les fantômes, le fait de parler de ces poltergeists, de ces spectres, de ces revenants, donne encore des frissons. Et parfois, on les recherche même avec des images assez effrayantes. On aura une autre conférence sur la version cinématographique de la peur. Mais si vous avez vu des films comme Les Autres, L'Orphelinat, ou alors des façons plus amusantes et ridicules pour se défendre de tout ça avec Ghostbusters, vous savez un petit peu de quoi on parle. Freud lui-même s'était intéressé aux maisons hantées. Il disait dans son étude sur l'inquiétante étrangeté, publiée en 1919, que c'était l'exemple le plus frappant, en fait, d'inquiétante étrangeté. Quand un objet qui nous est familier, la maison, prend soudainement vie. Mais il disait qu'il n'allait pas abonder dans cette étude, l'approfondir, parce que finalement, l'effroyable était trop mêlé à l'étrangement inquiétant, et en partie venait le recouvrir, ce qui rendait trop difficile l'étude des maisons hantées, qui était pourtant un cas vraiment flagrant, finalement, d'une peur assez commune. Et cette peur des fantômes, elle peut être du coup même partagée, on a l'impression, par des gens qui sont sceptiques, qui sont censés hériter des Lumières et ne pas croire à la réalité de ces revenants. Et ça pourrait expliquer, d'une certaine façon, le manque d'études sur ces questions. Il se trouve que quand j'étais en Master 1 de psychologie, j'ai décidé de consacrer mes premiers travaux de recherche aux gens qui pensaient vivre dans des maisons hantées. Et ça m'est venu simplement parce que des collègues de psycho, en licence comme moi, avaient me raconté en fait des épisodes où ils avaient eu l'impression que leur appartement ou une maison de vacances était hanté. Et donc que des gens, des alter-ego puissent témoigner d'une telle chose, ça m'avait assez troublé. Je me demandais s'ils étaient névrotiques, psychotiques, comment les classer. Il y avait un peu cette idée-là au départ. Et j'ai ouvert un peu cet horizon de recherche, finalement, assez tôt. Mais là, je vais amener, puisqu'on m'a demandé de parler des mécanismes de la peur, des bases, on pourrait dire, qui viennent de la psychologie. Peut-être pour certains, ce sera des révisions, mais on peut en douter. C'est une émotion qui est présente chez chacun d'entre nous, je vous apprends rien. Si elle se présente d'une manière excessive ou invalidante, on peut la qualifier de symptôme psychopathologique. Ça va être par exemple des phobies, quand ça porte sur un objet, ou un trouble anxieux, quand c'est un peu plus généralisé. Mais je ne vais pas détailler ces perspectives cliniques, juste expliquer pourquoi il nous est nécessaire de ressentir de la peur. Le point de départ, c'est finalement une vision du rapport corps-esprit qui part de l'organisme et de ses besoins innés. Et il a des besoins innés qui sont normalement régulés automatiquement. Jusqu'à un certain point, il y a des ratés dans cette régulation, parce que l'organisme humain, quand on est de façon presque prématurée en tant qu'humain, on n'est pas préparé à toutes les situations qu'on va être amené à rencontrer. Et du coup, on a un système auxiliaire, un système de secours, qui est très coûteux en ressources, donc on le mobilise le moins possible, puisqu'il fait en fait appel à la psyché consciente. La conscience, c'est finalement un système secondaire quand tout le reste ne marche pas, tout ce qui est automatisé. Du coup, ce sont les besoins non satisfaits qui vont émettre, c'est une citation de Freud, des requêtes pour que l'esprit effectue le travail là où il y a une lacune. Et donc Freud fait de la pulsion un concept limite, et la pulsion ferait cette traversée, puisque ce serait défini par Freud comme le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant donc au psychisme, comme une mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychisme en conséquence de sa liaison corporelle. Donc finalement, on est un peu l'esclave du corps et de ses besoins qui vont être du coup transformés par le psychisme, introduits d'une autre façon. Alors ces exigences de travail imposées au psychisme par le corps nous parviennent et sont ressenties en premier lieu comme des affects. Ça prend cette forme-là. Et donc des affects qui sont fondamentalement des affects de plaisir ou de déplaisir. Donc il y a ces deux principes. Avant qu'ils ne deviennent des pulsions, en fait, ces besoins innés sont donc des mécanismes régulateurs autonomes qui ne sont pas ressentis. En fait, quand ça marche bien, on ne s'en rend pas compte. Ce sont des réflexes, ce sont des stéréotypes comportementaux. On le fait comme ça.
Mais il y a donc ceux qui ratent, on s'en rend compte et on prend le relais, la conscience prend le relais. Nos sentiments nous font prendre conscience de nos besoins. Finalement, l'apparition de la conscience, c'est lié à sa fonction pour la régulation, par exemple, tout simplement de la faim, de la soif. Si je n'ai pas le sentiment de faim ou de soif, comment je sais qu'il faut que j'aille explorer mon environnement pour satisfaire ces besoins? On peut aussi avoir des exemples, ça me vient comme ça, mais des gens qui n'ont pas la capacité de ressentir la douleur. Ils peuvent mourir finalement sans savoir qu'il y a une alerte, un problème. Donc l'intérêt basique de la conscience, c'est de nous faire prendre conscience de ces besoins, dont l'attention aussi. Donc là, on a des affects qui arrivent, et l'affect, c'est un système de valeurs. Je vous ai dit, il y a des sentiments plaisants qui signalent des états du corps qui renforcent les chances de survie. Tiens, à manger, tiens, vas-y, c'est bon, mange. Et aussi des affects plaisants du côté du succès reproductif, qui est un but à plus long terme de l'organisme. J'utilise des mots très savants, là, vous avez compris. Tandis que les sentiments déplaisants signalent l'opposé. Et donc, une façon pratique de les distinguer, qui correspondent aux affects homéostasiques, l'équilibre de l'organisme, donc la faim, la soif, la fatigue, tout ça, c'est très basique. Mais on a également, de façon innée, des besoins émotionnels. On a pu vérifier avec beaucoup d'études comme quoi il y a des émotions ou des instincts vraiment de départ, et la peur en fait partie. La peur, la rage, la panique sont situés à cet endroit-là. Et puis il y a des besoins sensoriels, des réflexes comme la douleur dont je parlais, comme le dégoût, comme la surprise, qui sont essentiels finalement au fonctionnement. Donc ce ne sont pas juste ces affects des épiphénomènes émergents, ils ne viennent pas juste nous éveiller une sensation, un ressentiment, quelque chose, ils promeuvent un comportement. Ils ont un but, comme on peut le voir en fait ici, ils vont amener des tendances comportementales qui, en bout de course, vont nous permettre de réguler, de satisfaire les besoins qui n'avaient pas été régulés auparavant. Donc en fait, ces tendances comportementales auxquelles ils poussent, on va les appeler des prédictions, et ça va donner lieu à des plans d'action stéréotypés. Si j'ai faim, je mange. Et donc ces tendances à l'action sont des outils héréditaires, donc favorables à la survie, qui sont sélectionnés au cours de l'évolution pour chaque espèce, y compris la nôtre. Et du coup, à quoi sert la peur? Eh bien, elle est définie dans ce cadre-là comme l'affect qui apparaît quand nous avons besoin de nous échapper de situations dangereuses. Donc vous imaginez bien que sans la peur, la vie et ses menaces nous tomberaient dessus sans qu'on puisse parvenir à les échapper. Un petit peu le contexte dans lequel on va avoir des lectures tout à l'heure, et qui, moi, m'a inspiré déjà à l'époque de mon Master 1. J'ai relu le Horla de Maupassant, et puis, en fait, je suis tombé également sur Lettres d'un fou, qui est une sorte de préversion épistolaire du Horla, où Maupassant va mobiliser un type particulier de peur et de danger, une peur de quelque chose qui n'est pas bien défini. On nage dans le flou, on n'est pas très sûr. On n'a pas identifié ce danger qui nous menace. Il y a un problème qui va au-delà des dangers habituellement répertoriés. Et Maupassant va donc écrire « Nous nous trompons en jugeant le connu », par exemple avoir peur, je ne sais pas, des chevaux ou des avions, et nous sommes entourés d'inconnus inexplorés. Et quand on prend cette dimension de tout ce que on ne sait pas et qu'on pourrait craindre, voilà, c'est peut-être quelque chose de plus vaste et qui parle à beaucoup de monde. Alors il va préciser en quelques lignes plus loin cet inconnu inexploré. Il va faire une énumération, une sorte de nébuleuse de l'étrange. Vérité sur la Terre, erreur plus loin, d'où je conclus que les mystères entrevus comme l'électricité, le sommeil hypnotique, la transmission de la volonté, la suggestion, tous les phénomènes magnétiques ne nous demeurent cachés que parce que la nature ne nous a pas fourni l'organe ou les organes nécessaires pour les comprendre. Donc, ces différents éléments qui l'amènent, j'ai essayé de les replacer rapidement dans leur contexte. L'électricité, aujourd'hui, on sait que c'est là, ça peut aussi manquer. Il y en a certains voilà, il y a des problèmes de coupure. Hein, mais au XVIIIe siècle, puis au XIXe, celui de Maupassant, on commence seulement à en faire un usage domestique, mais aussi un usage thérapeutique. On essaie de soigner avec l'électricité. Ça mobilisait dans l'imaginaire collectif l'invisible tout entier, avec des effets tangibles. Ça a alimenté de nombreux fantasmes. Il faut comprendre qu'au milieu du XIXe siècle, peu avant ce qu'écrit Maupassant, l'Académie des sciences va par exemple étudier le cas d'Angélique Cottin, la fille électrique. Cette fille électrique, c'est une simple couturière de 14 ans, mais à sa proximité, les chaises, les meubles se déplacent tout seuls.
Et donc ça va monter comme ça de foire en foire jusqu'à l'Académie des sciences, qui va l'étudier et qui va déclarer que c'est une fraude. Mais malgré tout, elle va continuer à faire des tournées dans toute la France pendant des décennies. Donc l'électricité, c'est une hypothèse qui est convoquée pour expliquer des phénomènes qu'on appelle préternaturels. Le terme paranormal va devenir fréquent seulement à partir du début du XXe siècle. Là, le préternaturel, c'est entre le naturel et le surnaturel. C'est au même titre finalement que les explications sur les démons et les esprits, mais ça implique plus dans la science. Et donc ça caractérise quelque chose de l'ordre du fantastique, d'une certaine façon. Et il y a plein d'autres histoires comme ça à l'époque, comme Les Enfants de Cideville, si vous regarderez. C'est une affaire de hantise qui mêle de la sorcellerie, qui défraie la chronique, et pour laquelle on a soit l'hypothèse du démon, des esprits, mais aussi l'électricité qui joue. On parle, avec Maupassant, du sommeil hypnotique, mais le sommeil hypnotique qui revient à cette époque de la fin du 19e, il a d'abord été connu, et d'ailleurs il en parle un petit peu, du côté des phénomènes du magnétisme animal. Le magnétisme animal, le point de départ, c'est l'idée qu'on a trouvé que les aimants émettaient un champ qui attirait le fer et d'autres métaux. Eh bien, on s'est dit qu'il y avait une sorte de fluide universel dans le monde entier, dans le cosmos, qui pouvait également se déplacer et qui pouvait être manipulé pour soigner tout maux du corps ou de l'esprit. Et au début, on utilisait des aimants pour déplacer ce fluide, et puis on s'est rendu compte que les aimants étaient inutiles. Certains sujets pouvaient le déplacer seulement avec la main. Et donc, on faisait des passes, et à la fin du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, ça a vraiment divisé l'élite savante, l'Académie de médecine. Il y a eu plusieurs tests, il y a eu plein de gens convaincus de l'intérêt de cette thérapeutique, qui a mené sur une controverse, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais qui va durer 60 ans, jusqu'à qu'en 1842, 30 ans avant l'écriture de Maupassant, l'Académie de médecine décide, par une forme de vote, qu'elle interdit toute analyse de mémoire qui porterait sur le thème du magnétisme. Il y a une sorte d'interdit officiel qui abolit cette question, comme la quadrature du cercle en mathématiques ou le sexe des anges en théologie, etc. On ne peut plus travailler ces sujets qui vont devenir clandestins. Du coup, il va y avoir toujours des médecins qui font du magnétisme en cachette, des magnétiseurs non médecins qui en pratiquent, des études scientifiques, mais on constate des phénomènes que l'élite savante ne veut plus étudier. Et cet interdit va mener en peu de temps à la découverte d'autres contrées finalement de l'esprit, puisque certains des phénomènes du magnétisme vont être récupérés, débarrassés d'un peu de merveilleux qui les entourait, dans le cadre de l'hypnotisme médical. Et vous allez voir, Maupassant, il est très au courant. De toute façon, ça circule dans toute la littérature de l'époque, mais il est très au courant de ce qui se joue dans ces milieux-là intellectuels. Donc il va parler du sommeil hypnotique. C'est un état non ordinaire de conscience dans lequel vont entrer certains sujets et à partir duquel le psychisme se prête à tous les tours. On peut oublier des choses, on peut se souvenir de choses qu'on avait oubliées, on peut être hypersensible ou insensible à certaines choses. On peut faire ce qu'on appelle à l'époque l'objectivation des types. Ça veut dire on devient ce qu'on veut, on nous suggère d'être, un enfant, une vieille femme, ce qu'on veut. Un animal, et on se transforme comme ça. On peut aussi avoir des hallucinations positives créées sous hypnose, donc on vous fait voir des choses qui ne sont pas là, ou aussi des hallucinations négatives, on vous empêche de voir des choses qui sont là. Et tout un cortège de phénomènes psychosomatiques qui finissent par être acceptés scientifiquement pendant un temps, et notamment parce que à Paris, à la Salpêtrière, il y a, vous connaissez sûrement le neurologue Jean-Martin Charcot, qui défend une approche expérimentale et médicale de l'hypnose en l'associant aux maladies nerveuses, et notamment à l'hystérie. Et puis à Nancy, il y a une autre école qui se développe autour de l'hypnose, qui est plus dans l'affiliation du premier magnétisme animal, c'est-à-dire la visée première et thérapeutique, plutôt que expérimentale ou autre. Et puis, ils se rendent compte que ça ne nécessite pas, cette hypnose, un sommeil particulier. Le point important, le processus, c'est la suggestion. C'est la persuasion, l'influence d'un individu sur un autre, consentant, disposé à l'accueillir, mais il y a un doute. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler un individu totalement? Est-ce qu'on peut faire, il y a des débats là-dessus, par exemple que quelqu'un exécute, fasse un meurtre sur commande. Donc on voit que ça c'est du plaisir pour les écrivains de l'époque de se servir de ces supports de fantasmes pour construire finalement leur récit. Maupassant est très bien informé. Voilà, c'est quelque chose qui fascine ses contemporains. On va le retrouver dans de nombreux romans et pièces de théâtre. Et donc, dans le Horla, il va un petit peu plus loin aussi. Et il dit très exactement
qu'il fait référence à ça. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 77e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec 2 jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, blablabla, qui s'occupe beaucoup de maladies nerveuses et de manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu, en ce moment, les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. On y est. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Aujourd'hui, si je vous dis les savants anglais et les médecins de l'école de Nancy, peut-être qu'il y a des noms qui émergent, mais vous n'avez pas forcément ces références. Et ces allusions, en fait, à l'époque, sont tout à fait suffisantes. Dans ce contexte, tout le monde sait de quoi il parle. En fait, en 1882, s'ouvre à Cambridge la Société de recherche psychique, Society for Psychical Research, avec des chercheurs comme Myers, Gurney et plein d'autres. Et ça va être le début, si vous voulez, des premières sociétés savantes de psychologie. Mais une psychologie qui, à l'époque, étudie l'hypnotisme, étudie l'effet des drogues sur le psychisme, toutes les drogues, mais aussi les phénomènes comme la télépathie. Maupassant, lui, parlait là tout à l'heure de comment se disait, la transmission de la volonté, la suggestion, tout ça, suggestion mentale et tout ce genre de choses. Donc cette société de recherche psychique, elle est en train de faire advenir dans le monde savant une porte vers le merveilleux, qui bien sûr défraie la chronique, est très controversée, mais aussi crée les bases de ce qui va devenir la psychologie, à tel point que cette société va être imitée, jumelée dans tous les pays du monde. En 1885, à Paris, se crée la Société de psychologie physiologique présidée par Charcot, qui fait exactement les mêmes recherches. 1885, c'est les études d'hypnose à distance de Pierre Janet. Il prend un sujet à qui il fait des suggestions. Il se rend compte que le sujet est capable d'entendre des suggestions alors même qu'il ne les a pas formulées verbalement. Il est capable de les entendre alors même qu'il se trouve dans une autre pièce. Par exemple, il fait comme s'il se brûlait le doigt avec une allumette et le sujet a mal au doigt. Alors il met une distance encore plus grande de plusieurs kilomètres et le sujet réagit toujours à des suggestions. Il publie ça et communique là-dessus. On est vraiment dans ce moment où Maupassant écrit. Donc il va y avoir des phénomènes et des sociétés avec un ghost club, avec des études d'ectoplasme, de matérialisation. Quand Maupassant parle de l'inconnu, c'est quelque chose qui est en train de créer une brèche dans le monde de l'époque. Finalement, c'est au moment où il se présente comme connaissable. Donc les mystères du préternaturel, qui étaient plutôt du côté de l'irrationnel, commencent à être appréhendés par une poignée scientifique à l'étranger, mais aussi en France. Et du coup, l'auteur s'inscrit dans un registre fantastique parce qu'il y a une vraie hésitation sur la réalité de ces choses. Et ça reste néanmoins très proche de certaines réalités sociales et historiques de l'époque. Alors il se demande, ce qui est aussi la grande question, encore aujourd'hui, suis-je devenu fou? C'est le personnage qui parle. Je me suis dit, je suis enveloppé de choses inconnues, j'ai supposé l'homme sans oreille et soupçonnant le sang comme nous soupçonnons tant de mystères cachés, l'homme constatant des phénomènes acoustiques dont il ne pourrait déterminer ni la nature ni la provenance, et j'ai eu peur de tout autour de moi, peur de l'air, peur de la nuit, du moment que nous ne pouvons connaître presque rien, et du moment que tout est sans limite, quel est le reste? Le vide n'est pas, qu'y a-t-il dans le vide apparent, etc. Et donc, il continue encore, cette terreur confuse du surnaturel qui hante l'homme depuis la naissance du monde est légitime, puisque le surnaturel n'est autre chose que ce qui nous demeure voilé. Alors j'ai compris l'épouvante, il m'a semblé que je touchais sans cesse à la découverte d'un secret de l'univers. On a cette impression que finalement la construction rationnelle issue des Lumières, de l'homme moderne, etc., est en train de s'effriter, puisque le rejet de la religion, des prodiges, du merveilleux, elle est en train de revenir par le biais même qu'il avait écarté, c'est-à-dire la science. Et donc là, finalement, grande hésitation, et dans le hors-là, ça se figure encore d'une façon très proche des témoignages qu'on peut déjà retrouver collectés dans des livres, ouvrages de l'époque. On parle d'ailleurs, du côté des psychiatres, d'une chose très étonnante, on parle d'hallucinations compatibles avec la raison. On est obligé de se questionner sur, finalement, même en psychiatrie, on hésite. On hésite parce que, est-ce que Jeanne d'Arc était vraiment folle? Elle qui a finalement deviné des choses qui ont permis de sauver la France. Est-ce que Socrate, qui entendait un daimon, était fou, lui aussi? Comme nos patients qui entendent aujourd'hui des voix, est-ce que les médiums, de plus en plus nombreux, sont fous? Et cet individu, ce personnage, il est dans la même logique. Je ne serais donc en somme qu'un halluciné raisonnant. Quelqu'un qui voit des choses qui ne sont pas censées exister, mais qui a toujours la capacité d'y raisonner.
Dans ma pratique clinique, je vois les choses un petit peu de plusieurs façons. Finalement, je vois, il y a encore récemment, l'Institut Jean Jaurès a publié des sondages un peu faits à l'emporte-pièce, mais qui viennent montrer à quel point les Français ont des croyances irrationnelles. Et effectivement, on a des données de tous les pays industriels depuis des décennies qui viennent montrer que 50 à 70% des gens croient à l'existence d'au moins un phénomène paranormal. Alors ça, c'est plutôt une façon d'attribuer. C'est pas forcément très engageant de dire « ah oui, ça peut exister ». Par contre, il y a des gens qui pensent avoir fait cette expérience directement. Ils sont moins nombreux, mais ça représente malgré tout 30 à 50% des gens, donc dans cette salle, forcément une petite partie de cette salle, je ne vous demande pas de lever la main, mais on va le voir très bientôt à la discussion, qui a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Alors ça peut être toutes sortes de choses, une apparition, un ovni, une expérience de mort imminente, une expérience de télépathie, une coïncidence, etc., etc. Donc ça, quand on a cette expérience, parfois on n'est pas obligé d'y croire. D'ailleurs, la plupart du temps, on est sceptique pendant très longtemps, mais à un moment, on est obligé de concilier notre scepticisme, notre modèle de la réalité, avec ce vécu qui fait effraction, qui fait anomalie. Et là, peut-être qu'on va verser sur une interprétation surnaturelle, paranormale, spirituelle, etc. Finalement, l'inconnu ne peut pas rester inconnu très longtemps. Et on voit ce glissement aussi dans le récit de Maupassant, qui finit par nommer cet hôte indésirable, cette présence qui le perturbe. Et puis, il y a un troisième volet dont on parle finalement moins, c'est ceux qui font des recherches sur ces sujets. Comment on fait pour tester si les fantômes existent ou pas, comment on comprend que les gens voient des fantômes dans telle ou telle circonstance, est-ce qu'il y a des profils. Et ça, c'est une partie finalement tellement maigre par rapport au fait que ce problème, c'est un problème commun de l'humanité depuis très longtemps, et même dans les sociétés développées scientifiquement, technologiquement. Il y a, je dirais, dans le monde, vraiment 500 chercheurs qui se consacrent à ces sujets, et pas à temps plein pour la plupart. Et du coup, c'est sûr que c'est très difficile d'apporter des réponses, et notamment aussi de l'accompagnement à toutes les personnes qui pourraient chercher de l'aide, des informations sur ce genre de sujet. Donc ces trois attitudes peuvent se combiner. Quelqu'un peut devenir un chercheur dans le champ, par exemple, de la parapsychologie, parce qu'il a lui-même vécu des expériences personnelles, mais c'est pas une obligation. Il y a des gens qui font ça aussi par curiosité intellectuelle. Alors moi, je me range plutôt dans ce volet-là, comme ça, vous n'avez pas besoin de me demander si j'y crois ou si je l'ai vécu. C'est simplement le fait de tomber dans des livres à la bibliothèque et sur des gens aussi dans la vie. J'ai pas le besoin d'éprouver personnellement du paranormal, de m'installer non plus dans telle ou telle idéologie à défendre, mais ça m'intéresse que ce phénomène existe, qu'il préoccupe tant de gens, et que finalement il faut, en tant que chercheur, en tant qu'humain, apporter une réponse à tout ça. Si on reprend les sondages, je vous ai donné spécifiquement, enfin, je vous ai donné de façon générale sur toutes les expériences exceptionnelles ou vécues comme paranormales, mais sur la hantise en tant que telle, on est sur quelque chose comme 14% des gens qui vont déclarer à être dans une maison hantée. Et puis récemment, en 2015, publié dans Science et Vie, c'était l'expérience la plus forte au niveau des croyances, au niveau des vécus, et davantage encore pour les femmes et pour les 25-34 ans. Donc c'était une expérience qui est proéminente. Alors la façon dont on la théorise un petit peu de notre côté, ça, c'est des citations, encore une fois, de Maupassant, qui s'approchent beaucoup, finalement, de ce qu'on va nous recevoir en clinique. C'est qu'on a un continuum où c'est des perceptions de choses étranges, puis une impression d'une intrusion dans l'environnement et d'une occupation qui va aller un petit peu plus loin. Je suis désolé, je vais peut-être passer un petit peu vite là-dessus. En tout cas, voilà un modèle qui est proposé par des psychologues allemands, et qui vient essayer de décrire les grands patterns, les grandes formes, les 6 grands types d'expériences exceptionnelles que nous allons rencontrer. Alors les étudiants qui m'ont déjà eu, ils en ont marre de voir ce schéma, mais ça décrit, voilà, c'est très dense. La partie qui va nous occuper, c'est celle à droite, qui va du coup concerner des perceptions externes. On voit dans notre environnement des choses qui ne devraient pas être là, des objets qui bougent, des apparitions, des choses comme ça. Mais au départ, ça peut être simplement des coïncidences. Tiens, je cherche mes clés partout, je ne les trouve pas. Et puis à un moment donné, au moment où je suis prêt à aller chercher mon double, hop, elles sont là, au milieu de la table. Bon, voilà, très bizarre, j'ai perdu la tête, franchement, bon, je suis pas très réveillé ou quoi que ce soit. Et puis, au fur et à mesure, on a l'impression qu'il y a plus une interaction avec une intelligence. Et là, ça peut se compliquer. Et puis, pour certaines personnes, ça va parfois même directement, spontanément, se présenter sous la forme d'une présence
qui prend le contrôle, qui a une puissance, une influence sur l'individu, notamment lors de paralysie du sommeil, où l'individu est à moitié réveillé et encore paralysé de façon hormonale, et qui du coup vit ça de façon assez chaotique, dans la panique. Même si ça dure quelques secondes, quelques minutes, cette paralysie du sommeil peut lui donner la perception d'un visiteur dans sa chambre à coucher, et de sentiments de peur importants. Donc en fait, les expériences qui nous intéressent sont celles-ci. Elles sont associées à un certain nombre de phénomènes. Voilà, donc les coïncidences, ça peut être aussi provoqué. Alors le tarot a repris un petit peu sur TikTok des allures de mode, mais il y a d'autres formes beaucoup plus spontanées où on a l'univers qui nous envoie des signes. C'est l'impression que ça donne. Les antises, les apparitions, vous avez... J'explique des choses dont vous représentez déjà finalement très bien le contenu, c'est-à-dire les phénomènes de bruit, les phénomènes visuels, tactiles, olfactifs, où apparaissent des choses qui ne devraient pas être là, des forces invisibles, des entités, des fantômes au niveau de l'interprétation, et donc l'impression de l'intrusion ce qu'on va appeler une autonomie externe. On a l'impression qu'une entité, une intention est là et occupe l'espace. Et donc les cauchemars et les paralysies du sommeil, c'est le dernier versant, où là on a l'impression qu'on est occupé, c'est presque le revers de la possession. Il y a quelque chose qui s'est installé dans la maison, installé chez nous, installé en nous parfois, et qui a une autonomie qui nous contrôle. Donc la représentation qui est faite ici, c'est celle de l'incube, du succube, qui est l'interprétation démoniaque de ce genre de phénomène. Je comptais vous donner un petit témoignage plutôt récent, qui vient des cas allemands, de quelqu'un qui est dans les cas d'apparition et hantise. Finalement, ce serait le Maupassant moderne pourrait aller chercher dans la base de données de l'IGPP à Freiburg des milliers de cas similaires à celui-ci pour nourrir son futur roman proche du texte. Donc c'est ma femme et moi avons emménagé dans notre appartement actuel il y a environ 4 ans. Au début, tout allait à peu près bien, jusqu'à que nous ayons une visite nocturne, après environ 5 mois. Elle s'est manifestée par des fluctuations de température dans la pièce et par un contact physique en caressant et en touchant la jambe, d'abord avec ma femme, un peu bizarre, et quelques semaines plus tard, également avec moi. Les événements se sont accumulés en apparitions pendant la journée, ombre blanche dans le coin de l'œil, ça veut dire on tourne la tête, on ne voit plus rien, bruit de pas et de temps en temps des portes qui s'ouvrent et se ferment sans raison, présence ressentie d'une personne et apparition également la nuit. Au cours des dernières nuits, ma femme a vu une silhouette blanche de taille moyenne d'environ 1,70 m. Vous voyez le type de description très opératoire. A entendu des bruits de pas dans l'escalier et en haut, sans que rien ne soit vu. La nuit dernière, elle a vu une silhouette noire, debout dans le couloir, qui mesurait environ 1,85 m et portait une capuche comme une figure de moine. J'ai moi-même vu des apparitions du coin de l'œil et entendu des bruits de pas. Donc, sinon, il aurait dit ma femme est folle, mais bon. Depuis que les événements se sont accumulés, la nuit, j'ai un sommeil agité. Nous avons également remarqué une augmentation du grondement la nuit et dernièrement aussi le jour. Ce qui peut être important, c'est que nous sommes les parents d'un petit garçon et que les événements se sont accumulés depuis son arrivée. Là, le psychologue lui dit, je sais pas, allez voir le prêtre exorciste, les médiums, en général, c'est pas de mon ressort. Et en fait, là-bas, on accueille, on écoute, on encaisse finalement le côté très étrange du témoignage, et puis on se documente avec eux sur qu'est-ce qui se passe chez eux. Là, vous dites qu'il y a un événement qui semble déclencheur. Expliquez-moi comment est composée votre famille, comment ça fonctionne chez vous. Et là, ils expliquent, alors monsieur E, qui parlait, il a la vingtaine, sa femme a 10 ans de plus. Ils sont ensemble depuis 4 ans, ils se sont mariés il y a 4 mois, le bébé a 10 semaines. Donc on est dans les débuts où de toute façon on ne dort pas. Donc, Monsieur E est artisan, il a une fille de 4 ans qui vit avec la mère de son ancienne petite amie. Madame E est artisane, elle est en congé parental, son premier mariage a une fille de 14 ans qui vit avec elle, et d'un second mariage a une fille de 9 ans qui vit avec le père. Vous avez compris, c'est le bordel. Le couple a des conflits considérables avec leurs ex-partenaires à cause des enfants et des circonstances financières qui semblent les souder émotionnellement. Ils soulignent qu'ils s'entendent très bien entre eux et ne se disputent jamais sérieusement. Madame E s'occupe du ménage et du bébé, tandis que Monsieur E gagne de l'argent. Tout est dans l'ordre. Le partenariat avec une femme plus âgée lui offre un lien solide, contrairement à son ancienne petite amie, peu fiable et volage, qui voyage dans le monde entier et traîne avec d'autres garçons. Madame E est alimentée par les revenus de Monsieur E et peut contrôler son mari en tant que femme et mère expérimentée. Tout est dans l'ordre. La fille de 14 ans doit s'adapter aux circonstances et s'occuper également de son petit frère.
Nous avons donc affaire à une famille patchwork, comme le dit le psychologue Wolfgang Farr, dont les membres sont dépendants les uns des autres et doivent se protéger des pressions extérieures. Et du coup, ça fait que les phénomènes de hantise, les apparitions, ont augmenté massivement depuis la naissance du bébé. Ça indique en fait une progression de la pression qui va s'effectuer sur la perte d'autonomie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit fondamental entre faire des liens, tenir ensemble, la reliance, et être libre, choisir l'autonomie. Et là, l'autonomie est refoulée. On ne peut pas choisir, on ne peut pas être soi-même tout à fait dans cette configuration. Et comme elle est refoulée, d'une certaine façon, par une analyse psychodynamique, elle rejaillit cette autonomie par l'extérieur. Elle n'est plus une autonomie des humains directement, mais une autonomie qui vient par une intentionnalité, qui vient les perturber, qui vient signaler qu'il y a un problème. Donc c'est une analyse qui a l'air comme ça un peu vite fait, mais qui va s'effectuer sur des milliers de cas, comme je vous disais, et qui vient montrer qu'il y a une base psychologique derrière ces phénomènes, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de réels phénomènes. Ils sont deux, ils pourraient même être 5, 10, à constater les mêmes phénomènes dans leur cadre familial. Et pour autant, ce qu'ils viennent demander, c'est finalement une aide, une écoute, et peut-être désamorcer la situation, travailler sur cette situation systémique, familiale, qui peut-être génère des problèmes d'enchevêtrement, de dépendance interpersonnelle qui vont poser problème. Je vais devoir bientôt arrêter pour qu'on puisse échanger. Juste pour vous signaler que donc au laboratoire Interpsy, on a dans l'équipe Psyché vraiment un axe de recherche sur cette clinique des expériences exceptionnelles avec mon collègue Thomas Rabéron qui a publié Clinique des expériences exceptionnelles. Ça fait depuis, du coup, comme on a fait nos thèses là-dessus, depuis 2007, qu'on avait créé ce dispositif clinique d'accueil et dans une approche avec un référentiel psychanalytique mais très ouvert. Voilà, on explore, comme je vous ai montré, cette phénoménologie. Voilà, il nous parle d'objets qui bougent, pas de problème, on a une case pour ça, voilà, ça va, on le vit finalement assez bien, on le travaille avec les gens, on le prend au sérieux, on a des questions à leur poser, et puis on va travailler sur l'inscription subjective, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quelles fonctions ils donnent, quelles interprétations ils donnent, est-ce qu'ils ont eu d'autres expériences auparavant, et avec tout ça, on va pouvoir faire des liens. Ah, vous comprenez vous-même que là, ça ne surgit pas par hasard, que ça semble lié à la dynamique familiale, etc., etc. Et ça permet, au fur et à mesure des entretiens, une intégration subjective de ces expériences qui fait qu'elles n'ont plus de raison d'être, leur message a été apporté, la charge qui était là finalement se dilue, et c'est quelque chose sur lequel on travaille encore, on continue comme ça. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter. Voilà, en Allemagne, ils ont aussi développé ces cliniques bien avant nous, et dans cette idée, juste une petite idée qu'ils ont, c'est par rapport à ce problème d'autonomie, ils vont conseiller souvent aux gens d'être observateurs de ce phénomène. Au lieu de subir passivement, il faut qu'ils tiennent un carnet de bord, qu'ils décrivent un petit peu de cette façon opératoire l'ensemble des manifestations, et en faisant ça, finalement, ils reprennent le contrôle. Ils sont dans une position très différente, quasi scientifique, et bizarrement, ça crée un rééquilibrage de la situation, et finalement, le fantôme apparaît moins, ou d'une façon moins gênante, et ils sont plus à même, après coup, de faire les liens. Ah oui, il a apparu là, il y avait telle présence, il s'est passé, on s'engueulé avant, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est assez utile. Et puis bon, je vous renvoie vers le travaux de Walter von Lukadou. Il y a un très bon documentaire sur Arte, qui est donc également en français, Les esprits sont des hommes comme les autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.